Il faisait nuit noire et nous étions allés nous promener. Soudain, une vive lumière blanche est apparue sur les rails. Elle s'est rapprochée de plus en plus, puis atteignant les bois, elle a fini par s'éteindre au loin. Cette histoire que des centaines de témoins ont racontée a l'air tout à fait ordinaire jusqu'à ce que tu découvres que cette voie ferrée a été condamnée il y a très longtemps. Cela fait des années que le train, qui aurait pu être la source de cette lumière, ne roule plus. Ce mystérieux train fantôme est devenu la principale attraction de Saint-Louis, un village situé dans la province canadienne de Saskatchewan. Près de 400 personnes y vivent et des centaines d'autres s'y rendent chaque année dans l'espoir de voir la célèbre lumière. On en a parlé dans des livres, sur Internet et dans des émissions consacrées aux mystères non résolus. Pendant des décennies, personne n'a pu expliquer ce dont il s'agissait exactement. Certaines personnes ont parlé d'une lumière blanche, d'autres ont affirmé avoir vu une lumière rouge. Selon une légende, cette lumière rouge serait celle d'une lanterne portée par le fantôme d'un conducteur de train qui aurait perdu la vie un soir en examinant les rails. Des scientifiques essayèrent de réfuter ces deux histoires de fantômes en vain. Alors, deux élèves d'un lycée du nord de Saskatchewan décidèrent de se lancer dans une aventure. Elles aperçurent le train lors d'un voyage à Saint-Louis. L'une des filles affirma qu'il s'agissait de phares de voiture, mais elle avait besoin d'enquêter pour en avoir la preuve. Avec son amie, elle décida de résoudre le mystère et d'en faire un projet d'expo-science. Elles firent plusieurs voyages à Saint-Louis pour des recherches. Nos deux jeunes chasseuses de fantômes s'équipèrent d'une carte, d'une boussole et d'un système GPS, chose qui était encore assez rare en 2001. Les filles trouvèrent l'endroit où la lumière fantôme était la mieux visible. Ensuite, elles tracèrent une ligne droite sur la carte pour marquer sa provenance et relevèrent toutes les routes voisines. Le père d'une des filles accepta de les aider. Il gara sa voiture à différents endroits, près des voies, et fit clignoter ses phares. Mais nos deux enquêtrices n'arrivaient pas à les voir, car à chaque fois, le dénivelé les en empêchait. Finalement, elles trouvèrent un court tronçon d'autoroute en haut d'une colline. Pendant 20 minutes, le père alluma et éteignit ses phares. Et à chaque fois que la lumière apparaissait, les filles pouvaient distinguer le train fantôme. Quand il pointait ses phares dans la direction opposée, elles apercevaient également la mystérieuse lumière rouge. L'endroit se trouvait assez loin de la voie ferrée. Il était visible grâce à la diffraction. La lumière passait par une petite ouverture, peut-être entre les arbres, et s'élargissait. Ces deux brillantes élèves reçurent la médaille d'or pour leur projet d'expo-science. 10 ans plus tard, quelque chose de similaire se produisit à Hanson, au Texas. Chaque nuit, les habitants voyaient un mystérieux point de lumière à un endroit précis de l'autoroute. On parla alors de la lumière d'Hanson. On croyait qu'il s'agissait d'une mère qui cherchait son fils avec une lanterne. Il avait disparu dans une tempête de neige il y a très longtemps. Sa mère était partie à sa recherche et n'était jamais revenue. Quelques étudiants, ne croyant pas à cette belle histoire, décidèrent de rechercher la source de la lumière avec leurs iPhones. Ils utilisèrent Google Maps et suivirent un sentier jusqu'à une autoroute qu'ils pensaient être à l'origine du mystère. À mi-chemin, ils purent déjà s'assurer que la lumière provenait des voitures et non pas d'une femme munie d'une lanterne. Il est facile d'être un chasseur de fantômes dehors avec des amis. Mais que ferais-tu si tu avais un fantôme chez toi ? C'est ce qui est arrivé à une famille qui a emménagé dans une vieille maison en 1921. La maison était immense, équipée de lampes à gaz, sans électricité et comportait de nombreux couloirs, exactement comme une maison hantée dans un film. Un matin, la maîtresse de maison, Madame H, entendit des pas au-dessus de sa tête alors qu'elle était seule chez elle. Elle monta rapidement à l'étage et trouva une pièce vide. Elle vérifia toutes les salles et jeta également un œil à l'étage supérieur. Il n'y avait personne. Puis elle commença à entendre des bruits étranges quand elle était au lit la nuit. On aurait dit que quelqu'un déplaçait des meubles et de la porcelaine et soupirait dans le silence de la maison. Le fantôme qui troublait ces lieux devenait de plus en plus courageux. Il suivait ses habitants dans les couloirs. Ils avaient souvent l'impression qu'il était sur le point de s'approcher d'eux et de se montrer. Un jour, un des enfants de Madame H courut jusqu'à sa chambre et lui demanda pourquoi elle l'appelait. Elle lui répondit que c'était sûrement le vent qu'il avait entendu. Mais l'enfant était persuadé d'avoir entendu une voix. Les plantes ne vivaient pas longtemps dans cette maison. Une nuit, une chose effrayante arriva. Madame H se réveilla et vit distinctement un homme et une femme qui se tenaient dans sa chambre. Elle devait mettre un terme à tout ça et demanda de l'aide à son beau-frère. Il fit des recherches et suggéra qu'il pouvait s'agir d'une fuite de monoxyde de carbone. Ce gaz incolore et inodore avait provoqué des visions similaires chez d'autres personnes. Lorsqu'ils examinèrent les conduites, ils découvrirent que le gaz en sortant de la chaudière se propageait dans la maison au lieu d'être évacué par la cheminée. Et il provoquait des maux de tête, des hallucinations, des vertiges et d'autres symptômes désagréables. Certains fantômes laissent des empreintes digitales derrière eux. C'est en tout cas ce que dit la légende de San Antonio.
D'après celle-ci, en 1938, un bus scolaire se retrouva bloqué sur une voie ferrée pendant une tempête de neige. Quand les employés du train aperçurent le bus, ils essayèrent de s'arrêter, mais il fut impossible d'éviter la collision. Aucun des passagers du bus ne survécut à l'accident. Et depuis, leur fantôme veille à ce que d'autres personnes ne subissent pas le même sort. Depuis, des centaines de personnes se sont rendues sur place pour jouer avec le destin. Elles arrêtent leur voiture sur la célèbre voie et attendent que les fantômes se portent à leur secours. Certaines mettent du talc sur leur voiture pour que les empreintes des morts soient visibles. Et en effet, celles-ci apparaissent quelques instants plus tard. Il s'avère que ce mystère possède lui aussi une explication logique. La voie est légèrement inclinée, et quand les voitures bougent un peu, la lumière révèle les empreintes qui étaient déjà sur les voitures. Et puis l'histoire qui a inspiré la légende ne s'est même pas produite à San Antonio, mais à Salt Lake City, dans l'Utah. L'université de Coventry en Angleterre était elle aussi la scène d'un phénomène inexpliqué. Tous ceux qui visitaient ces caves du XIVe siècle en ressortaient effrayés. Ils disaient avoir vu le fantôme d'une femme. Un professeur de l'université, également chasseur de fantômes à ses heures perdues, décida de percer le mystère. Un jour qu'il travaillait dans son laboratoire, il sentit une présence. Prenant son courage à deux mains, il descendit au sous-sol et découvrit que toute cette folie provenait de ce qu'il appela la fréquence de la peur. Les niveaux de fréquences sonores dans la cave étaient si élevés qu'ils provoquaient des illusions d'optique, de l'anxiété et causaient des frissons dans la colonne vertébrale. Un effet similaire te fait entendre le bourdonnement d'un verre quand tu fais courir un doigt humide dessus. Le petit village de Kalachi, au Kazakhstan, a été la scène d'une mystérieuse épidémie de sommeil. C'est en 2013 que les premiers villageois ont été victimes de ce trouble. Ils faisaient leurs activités régulières de tous les jours, roulaient à vélo, se rendaient au travail ou bavardaient avec leurs amis, quand soudain ils s'endormaient. Les symptômes étaient toujours les mêmes. Troubles de l'élocution, étourdissement, et hop, certains ne se réveillaient qu'après 6 jours de ronflements intenses. Ils ne se souvenaient plus de ce qui leur était arrivé et ressentaient une grande fatigue et des maux de tête. Cette maladie, tel un syndrome de la Belle au bois dormant, touchait des gens de tout âge, y compris des enfants et même un chat nommé Marquis. Son propriétaire déclara que le chat s'était mis à attaquer les murs, les meubles et même le chien de la famille. Ensuite, il s'était assoupi et avait ronflé comme un humain pendant des heures. En 3 ans, plus de 150 personnes furent victimes de cette étrange maladie. Les médecins et les spécialistes du sommeil se démenèrent pour trouver une solution. Certaines personnes mirent en cause les radiations des mines d'uranium voisines. Les médecins du pays se rendirent dans plus de 7000 maisons, mais affirmèrent que les niveaux n'étaient pas assez élevés pour être la cause du mal. Ils contrôlèrent aussi les réserves d'eau à la recherche de métaux lourds et de bactéries, mais ils ne trouvèrent là non plus rien d'anormal. Enfin, l'ancien directeur de la mine d'uranium suggéra que du gaz s'échappait peut-être des sols de la région. Les scientifiques examinèrent cette théorie et découvrirent qu'elle était correcte. Un gaz dangereux circulait dans l'air et manquant d'oxygène, les gens s'endormaient. Les familles partirent les unes après les autres de cette zone et l'épidémie prit fin aussitôt. Il est connu comme une créature de pure terreur, un monstre qui inspire la crainte à tous ceux qui le croisent. Son nom est Bigfoot. On dit que la charpente robuste de cette bête gigantesque est couverte d'une fourrure hirsute. Ses yeux sont tels des orbes flamboyants d'orange et de rouge. Et ses dents sont tranchantes comme des lames. Ses énormes mains sont pourvues de longues griffes acérées qui semblent luire d'une énergie étrange. Sa caractéristique la plus connue, ses pieds pardi. Lourds et massifs, ses épais orteils semblent capables d'écraser tout ce qui se trouve sur leur passage. Dès qu'il bouge, le sol tremble sous son poids et ses grondements ressemblent à ceux d'un volcan sur le point d'entrer en éruption. Bien sûr, nous avons tous entendu les légendes et regardé les films. Mais le Bigfoot a-t-il jamais existé? Se trouve-t-il toujours là-bas, attendant simplement que les gens le remarquent? Examinons quelques-unes des informations dont nous sommes certains. Bigfoot est devenu célèbre en 1958 lorsqu'un Californien du nom de Ray Wallace a affirmé avoir découvert de grandes empreintes de pas près de son lieu de travail. Pendant des années, ses enfants ont cru qu'il s'agissait d'une farce que leur jouait leur père. Des gens ont affirmé avoir trouvé de nombreuses autres traces de pas et quelques empreintes de mains similaires, mais certaines avaient été laissées par des ours, d'autres n'étaient que des faux grossiers, et beaucoup d'autres, enfin, ne peuvent toujours pas être expliquées à ce jour. Mais la légende de Bigfoot est antérieure à cet événement. En 1955, un homme du nom de William Rowe a déclaré avoir aperçu une créature d'apparence mi-homme, mi-bête lors d'une randonnée sur le mont Mica en Colombie-Britannique.
Il a par la suite signé une déposition attestant que la créature mesurait environ 1,80 m, avait un pelage brun au reflet argenté, des bras épais, de grands pieds ainsi que des mamelles. Il y a aussi l'histoire d'Albert Ostman qui a affirmé en 1924 qu'alors qu'il campait seul près de Toba Inlet en Colombie-Britannique, il aurait été enlevé par un Sasquatch et gardé en captivité par sa famille pendant une semaine. L'homme s'est finalement échappé lorsque le père de cette petite famille est tombé malade, après avoir mangé les effets personnels d'Ostman. Il n'existe aucune trace de Bigfoot comparable au film de 1967 dit de Patterson Jim Lee. Certains pensent que l'on y voit Bigfoot, mais la plupart des scientifiques estiment qu'il s'agit simplement d'une personne en costume. Néanmoins, ce film est encore souvent considéré par les gens qui croient en Bigfoot comme une preuve tangible de son existence. Il y a même des scientifiques qui pensent que le film ne serait peut-être pas si faux. Il est devenu plus crédible au fil du temps grâce à de nouvelles découvertes scientifiques sur la façon dont nos ancêtres se déplaçaient. Cette opinion s'appuie sur la découverte de Lucie, une australopithèque vieille de 3,2 millions d'années et qui marchait sur 2 jambes. Ce qui tend à prouver que nos premiers ancêtres ressemblaient à des singes et pouvaient se mouvoir comme des humains, tout comme le fameux Bigfoot. Il existe également sur YouTube une vidéo très populaire de Bigfoot à Provo Canyon dans l'Utah. La vidéo montre un grand animal sombre dans les arbres, peut-être en train de manger ou de chercher de la nourriture. Lorsque la caméra zoome pour l'observer de plus près, la créature se dresse sur ses 2 jambes comme un homme. Évidemment, les gens qui filmaient ont pris peur et se sont enfuis immédiatement. La vidéo a été postée en 2012 et a été visionnée plus de 7,6 millions de fois. Ceux qui ont réalisé cette vidéo ne recherchaient pas vraiment le Bigfoot, ils faisaient simplement du camping et espéraient apercevoir des cerfs. Ils ont d'abord cru voir un ours, jusqu'à ce que l'énorme créature se lève et les regarde droit dans les yeux. Ils ont couru jusqu'à leur voiture et ont laissé leur tente et leurs affaires derrière eux. Il est fort probable que celle-ci s'y trouve encore. Les skunk apes, ou singes moufettes, seraient une espèce de cryptide semblable au Bigfoot et qui vivrait dans les marécages du sud des États-Unis. En 2013, une vidéo a été postée sur YouTube montrant un tel singe dans un marais du Mississippi. La créature de la vidéo semble être très puissante et a des épaules courtes et larges, une petite tête et de longues jambes. Certains croient que la vidéo est authentique, mais d'autres pensent qu'il ne s'agit que d'un canular, car la caméra se déplace souvent vite ou parce que la personne qui filme s'enfuit juste au moment où l'on distingue clairement la créature. Il est donc difficile pour les sceptiques de croire en l'existence du Bigfoot, et ils n'ont cessé de réclamer des preuves supplémentaires, comme des restes d'ossements. C'est probablement la raison pour laquelle 2 hommes ont affirmé avoir découvert un Bigfoot congelé lors d'une randonnée en Géorgie. Mais ce qu'ils avaient trouvé s'est avéré n'être rien d'autre qu'un costume de gorille. Ils n'ont pas renoncé pour autant. L'un des hommes a également affirmé plus tard avoir blessé et capturé un autre Bigfoot au Texas en 2012 et a même fait payer les gens pour le voir. Mais plus tard, il a admis qu'il s'agissait également d'un faux. En réalité, nous ne disposons d'aucune preuve tangible de l'existence de cette créature. Lorsque des gens affirment avoir des preuves de l'existence de Bigfoot, les scientifiques constatent généralement que celles-ci proviennent en fait d'humains ou d'animaux bien connus. Par exemple, en 2014, un groupe de chercheurs a examiné 36 poils censés appartenir à Bigfoot. Il s'est avéré que presque tous provenaient d'animaux tels que des vaches, des ratons laveurs et des cerfs, ainsi que d'humains ordinaires. Ils ont cependant découvert quelque chose de surprenant. 2 des poils étaient similaires à ceux d'un type d'ours polaire aujourd'hui éteint. Les scientifiques en ont conclu que ces poils pouvaient provenir d'une nouvelle race d'ours ou d'un mélange de différentes espèces. Mais ils provenaient bien d'un plantigrade et non d'un primate comme Bigfoot. Une autre théorie capable d'expliquer ces apparitions de Bigfoot est que les créatures aperçues seraient en fait des chimpanzés, des gorilles ou des orang-outans. Cette idée est souvent évoquée à propos des skunk apes, car beaucoup pensent que le climat chaud et humide du sud des États-Unis pourrait permettre à cette espèce de s'y développer. Bien sûr, Bigfoot pourrait tout aussi bien être inventé de toutes pièces, mais ce n'est peut-être pas exprès, car notre cerveau y est aussi pour beaucoup. Tout cela à cause d'un phénomène connu sous le nom de pareidolie. Il s'agit de la tendance à voir des motifs ou des formes familières dans des choses du commun, comme distinguer des visages dans les nuages ou des formes animales dans des objets inanimés.
Il s'agit d'un phénomène psychologique qui peut amener les gens à percevoir des choses qui ne sont pas vraiment là. Notre cerveau peut nous faire croire que nous avons vu Bigfoot juste parce que nous avons tendance à repérer des formes humaines partout dans notre environnement. Cela se produit souvent avec des photos ou des vidéos floues du supposé Bigfoot. D'autres personnes pensent que le Bigfoot est une sorte de singe qui vivait en Asie du Sud-Est et qui a aujourd'hui disparu. Ces gens pensent que Bigfoot serait peut-être arrivé en Amérique par une passerelle terrestre qui reliait la Sibérie et l'Alaska pendant la dernière ère glaciaire. Cependant, il n'y a aucune preuve de la présence de ce singe, le Gigantopithèque, en Amérique. Et nous ne savons pas grand-chose sur la façon dont il se déplaçait, car les scientifiques ne disposent que des fossiles de sa mâchoire et de ses dents à étudier. Certains scientifiques pensent que ce singe se déplaçait peut-être sur 2 jambes, mais d'autres affirment qu'il marchait plutôt à 4 pattes en raison de sa grande taille. Certains chercheurs pensent que le Bigfoot pourrait être une espèce éteinte du nom de Paranthrope et dont le crâne ressemblait à celui d'un gorille. Il marchait lui aussi sur 2 jambes. Cependant, des fossiles de Paranthrope n'ont été retrouvés qu'en Afrique et il n'y a donc pas d'explication raisonnable aux observations de Bigfoot en Amérique. D'autres, à contrario, pensent que le Bigfoot pourrait être apparenté au Gigantopithèque, le type de singe évoqué précédemment, qui vivait il y a des millions d'années. Certains ont même suggéré que Bigfoot pourrait être le chaînon manquant entre les singes et les humains, mais cette notion n'est étayée par aucune preuve scientifique. Enfin, certaines théories affirment que Bigfoot était en fait un néandertalien. Nous savons avec certitude que les néandertaliens sont éteints, car il n'existe aucun individu vivant de cette espèce. Tout porte à croire qu'ils ont cessé d'exister il y a environ 40 000 ans. Depuis, aucune observation ou découverte de néandertaliens n'a jamais été confirmée. Et de même, aucun vestige de cette espèce n'a jamais été retrouvé en Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens anxieux au moment de l'atterrissage? Bah, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si tu atterris dans un endroit aussi singulier que le Bhoutan. Le truc, c'est que le terrain est si extrême qu'il y est très difficile d'atterrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe que très peu de pilotes certifiés pour atterrir dans ce pays. Et oui, zigzaguer vers le sol s'apparente plus à un véritable tour de force. L'aéroport international de Paro, au Bhoutan, est souvent considéré comme l'un des aéroports les plus dangereux qui soient. Dans le monde entier, seules 2 compagnies aériennes desservent celui-ci. Il y a une dizaine d'années, seuls 8 pilotes étaient autorisés à y voler. Mais aujourd'hui, ils sont un peu plus nombreux. Et pourtant, il existe quelque chose d'encore plus ardu que l'aéroport international de Paro. L'aéroport Tenzing Hilari de Lukla, au Népal, semble présenter tous les dangers possibles. Piste courte, vent violent, terrain montagneux, cet endroit a tout pour plaire. La piste d'atterrissage ne mesure que 520 mètres de long. À titre de comparaison, une piste normale dans la plupart des aéroports fait environ 3000 mètres de long, voire davantage. De nombreux aéroports disposent de moquettes dans leur zone d'embarquement. Cette commodité s'accompagne généralement de quelques autres avantages. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Il va sans dire que toutes ces décorations coûtent cher aux aéroports et que les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols en dur. Mais l'essentiel est qu'ils créent un sentiment de confort pour les passagers qui attendent leur vol. Ce qui est de nature à les détendre. Désolé de te l'apprendre, mais ce n'est pas seulement pour que tu te sentes bien. Selon des études comportementales, les passagers calmes sont 7 à 10% plus enclins à faire du lèche-vitrine et à acheter quelque chose dans la galerie duty-free. En investissant dans le confort des passagers, les aéroports sont donc susceptibles d'accroître leurs propres revenus. Pour ce qui est de dilapider son argent dans un aéroport, il existe un terme qui désigne les 60 premières minutes suivant l'enregistrement. C'est l'heure d'or. Il s'agit du moment où les passagers dépensent statistiquement le plus d'argent dans les boutiques et le duty-free de l'aéroport. Le fait d'installer des sièges les plus confortables juste devant ces boutiques est une autre astuce visant à t'inciter à faire du shopping. Il faut bien l'admettre, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine tape à l'œil est quelque chose de tentant. Et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Tu sais comment ça se passe parfois. Tu te présentes au contrôle de sécurité et soudain on t'apprend que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Adieu petite bouteille d'eau.
À vrai dire, tu as la possibilité de les faire suivre par la poste à n'importe quelle adresse se trouvant à l'intérieur du pays. Quant aux bagages non réclamés, ils sont généralement conservés pendant environ 60 jours. Les objets confisqués par les services de sécurité qui n'ont pas été réclamés peuvent également être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. La plupart des aéroports disposent d'experts spécifiques appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce que l'on appelle le SPOT, pour Screening Passengers by Observation Technique. Ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement des passagers pour détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer tous les signes non-verbaux d'anxiété, comme le fait de se lécher les lèvres, de se gratter ou de regarder autour de soi. Si un profileur remarque qu'une personne agit de manière étrange ou carrément louche, il peut l'inviter à une inspection, au cours de laquelle il s'entretient avec la personne pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent dans les terminaux principaux et au contrôle des passeports. La question type qu'ils posent est généralement la suivante. Quel est le but de votre visite ? Ils vérifient ensuite la réaction de la personne à cette question. Quel que soit le degré de réserve d'un passager, s'il a quelque chose à cacher, les agents de la TSA s'en apercevront, grâce aux indices les plus infimes de son comportement. Tu arrives à l'aéroport, rêvassant déjà de ces quelques semaines loin du travail et de tes soucis quotidiens. Tu gares ta voiture sur le parking et tu découvres que ça va te coûter une petite fortune de laisser ta voiture sur place. Pourquoi tant de frais ? Les parcs de stationnement des aéroports sont des entreprises comme les autres. Les terrains sur lesquels ils sont construits, la construction du parking lui-même, l'entretien de l'ensemble une fois qu'il est en service, tout cela coûte une coquette somme d'argent. Et il faut bien que quelqu'un paie. En outre, le fait de stationner à proximité immédiate d'un aéroport est tout simplement pratique, ce qui augmente le coût de l'offre vis-à-vis de la demande. Si tu n'es pas prêt à mettre la main à la poche pour ce confort supplémentaire, mieux vaut prendre un taxi ou demander à un ami de te déposer. Les traînées de condensation, ces lignes blanches que les avions laissent souvent derrière eux en haute altitude, sont souvent prises à tort pour les gaz d'échappement de leur moteur. Mais la plupart d'entre elles ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Au cours d'un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais sec que l'on trouve en haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine le moment où les traînées de condensation se forment et la durée pendant laquelle elles restent visibles. S'il fait déjà humide là-haut, il y a davantage d'eau et la traînée de condensation est plus observable. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et rester plus longtemps dans l'atmosphère. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se préoccupe de savoir si les stores de tes fenêtres sont baissés ou relevés. La raison principale est que les yeux des passagers doivent s'adapter à la lumière extérieure. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les passagers rapidement. Mais en cas d'urgence, la dernière chose que l'on souhaite, c'est que les passagers s'arrêtent pour se frotter les yeux juste avant d'évacuer l'avion. Une autre raison pour laquelle tous les stores restent relevés lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir est que l'équipe au sol peut voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, l'équipe au sol s'en apercevra immédiatement et agira en conséquence. Si les stores sont abaissés, elles risquent de perdre un temps précieux pour secourir les passagers et l'équipage. En regardant par le hublot au-dessus de l'aile de l'avion, tu peux apercevoir une sorte de double crochet jaune. Cela semble étrange car cela devrait nuire à l'aérodynamisme. Mais ce crochet est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, les crochets servent à fixer les câbles, qui aident les passagers à sortir de l'avion par les ailes. Et si les ailes sont glissantes, ce câble t'aidera à garder pied et à ne pas tomber pendant la descente. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans l'atmosphère de notre planète. Ils se déplacent de manière étrange, mais ont un flux plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de transport de passagers de les exploiter. Lorsqu'un avion s'approche d'un jet stream, il peut s'adapter à la direction du courant et voler beaucoup plus vite, propulsé par ce flux. De nombreuses compagnies aériennes utilisent ce phénomène à leur avantage pour réduire les coûts de carburant et rendre les voyages aériens encore plus rapides. Les nuages, en particulier les cumulonimbus, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est à venir. Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans l'air même et qu'un avion tombe de quelques mètres et commence à trembler sans aucun signe avant-coureur. Ces turbulences se produisent lorsque deux masses d'air entrent en collision à très grande vitesse. Elles sont absolument invisibles et les pilotes ne peuvent donc pas savoir quand cela va se produire. Les chances d'entrer dans une zone de turbulence par temps clair sont plus élevées en basse altitude, au-dessus des chaînes de montagnes et à proximité des jet streams. Normalement, après avoir été frappé par la foudre, un avion est envoyé à l'inspection. Mais il peut encore terminer son vol en toute sécurité.
Le fuselage conduit suffisamment bien l'électricité et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera probablement l'une des extrémités de l'avion, soit l'une des ailes, soit le nez. Elle cherche ensuite le sol, mais ne le trouve pas, et sort donc par la queue. Il est plus facile pour l'électricité de circuler à travers la surface de l'avion que de pénétrer à l'intérieur, de sorte que les personnes à bord sont à l'abri de ces effets. Néanmoins, la foudre est puissante, et l'avion peut être endommagé à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, si tu es toujours nerveux à l'idée de prendre l'avion, rappelle-toi ce que disent les pilotes. Tout atterrissage auquel on survit est un bon atterrissage. Ça n'a pas trop aidé, n'est-ce pas ? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et revenir en 1969, tu verrais quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas un désert quelconque, il s'agit de l'une des plus puissantes chutes d'eau du monde, mais complètement à sec. Au cours de l'été et de l'automne 1969, pendant une durée de 6 mois, la partie américaine des chutes du Niagara est restée sans eau. Les chercheurs voulaient étudier la paroi rocheuse des chutes. Ils craignaient qu'elle ne devienne trop instable à cause de l'érosion. L'érosion est le processus par lequel les forces naturelles telles que l'eau et le vent usent les matériaux terrestres. Par exemple, si tu vois la glace d'un glacier devenir boueuse, cela signifie qu'il y a érosion. Les 3 chutes d'eau qui traversent la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis forment ensemble ce qu'on appelle les chutes du Niagara. De la plus grande à la plus petite, ces 3 chutes ont été baptisées les chutes en fer à cheval, les chutes américaines et les chutes du voile de la mariée. Les chutes américaines se trouvent entièrement du côté américain, tandis que les chutes en fer à cheval se trouvent principalement du côté canadien, séparées par l'île de Goat. Les chutes du voile de la mariée, les plus petites, se trouvent du côté américain, mais sont séparées des autres par l'île Luna. Beaucoup de gens ne croyaient pas qu'on pouvait aller à l'encontre de la puissance de la nature et empêcher de telles quantités d'eau de s'écouler. Mais on l'a fait. Il a fallu construire un barrage de 183 mètres sur l'énorme rivière Niagara pour arrêter ces chutes impressionnantes. Cela signifie qu'il a fallu détourner 227 000 litres d'eau par seconde pour que le reste du débit passe par les plus grandes chutes en fer à cheval, celles qui se trouvent entièrement du côté canadien de la frontière. Plus de 27 000 tonnes de roches ont été utilisées pour construire ce barrage. Plus d'1 millier de camions ont transporté ces roches durant la chaleur de cet été 69. Le 12 juin, les chutes américaines se sont arrêtées après avoir coulé sans interruption pendant plus de 12 000 ans. Les chutes en fer à cheval ont alors absorbé le débit supplémentaire pour que les recherches puissent être menées à bien. Mais les habitants étaient toujours inquiets. Ils savaient qu'il n'était pas possible de contrôler de telles quantités d'eau. Ils craignaient que l'eau ne prenne un autre chemin et ne provoque une inondation catastrophique. Ils craignaient aussi que les touristes ne viennent plus, si les équipes ne parvenaient pas à faire couler les chutes comme avant. Mais les touristes ont continué à venir, même cet été-là. Et ils ont eu la chance unique de voir quelque chose que personne n'avait jamais vu avant ou après. Pendant cette période, une passerelle temporaire a même été construite à 6 mètres seulement du bord des chutes asséchées. Elle a permis aux ouvriers de nettoyer le fond de ce qui était autrefois une rivière. Ainsi, les touristes pouvaient s'y rendre et y explorer le paysage sauvage des chutes qui étaient habituellement sous l'eau, hostile et inaccessible en temps normal. En explorant le fond asséché des chutes, les chercheurs sont tombés sur des millions de pièces de monnaie que les gens avaient jetées dans l'eau au fil des décennies, pour faire un vœu ou pour toute autre raison. Ils ont retiré la plupart de ces pièces et on peut se demander ce qu'ils ont fait de cet argent. Quoi qu'il en soit, depuis quelques décennies, les touristes sont de plus en plus nombreux à venir ici. Imagine tout ce qu'ils pourraient trouver maintenant. De nouvelles pièces de monnaie, bien sûr, mais aussi des appareils photo perdus, des drones et des téléphones portables tombés, et d'autres objets que des visiteurs imprudents pourraient accidentellement avoir laissé tomber dans les chutes. L'idée de retirer toute l'eau et de transformer les chutes du Niagara en désert s'est avérée possible. Mais il faudrait peut-être recommencer. En 2020, les médias ont rapporté que 2 passerelles devaient être remplacées ou réparées. Rien d'étonnant à cela puisqu'elles ont près de 120 ans. Ces passerelles sont situées au-dessus des rapides. Les experts ont débattu de la question de savoir s'il fallait ou non détourner à nouveau l'eau. On parle beaucoup des chutes du Niagara et certains pensent qu'elles sont les plus hautes du monde, mais ce n'est pas le cas. Elles sont certes époustouflantes de beauté, mais en termes de hauteur, il existe près de 500 autres chutes d'eau dans le monde qui sont plus hautes que celles du Niagara. À commencer par le Salto Ángel au Venezuela, qui mesure plus de 915 mètres de haut. Mais ce qui rend les chutes du Niagara si particulières, c'est la quantité d'eau qui s'écoule.
Les chutes d'eau très hautes n'ont généralement pas de gros débit. C'est la combinaison de ces énormes quantités d'eau et de la hauteur qui rend les chutes du Niagara si impressionnantes. De plus, elles font partie des chutes qui se déplacent le plus rapidement sur notre planète. La rivière Niagara est apparue après la dernière période glaciaire, en même temps que tout le bassin des Grands Lacs dont elle fait partie. Il y a 18 000 ans, cette impressionnante chute d'eau n'existait pas. Des nappes glaciaires d'une épaisseur de 1500 à 3000 mètres recouvraient la région du sud de l'Ontario. En se déplaçant vers le sud, les nappes glaciaires ont créé les bassins des Grands Lacs. Puis elles ont fondu, libérant d'énormes quantités d'eau dans les bassins. En général, l'eau que nous buvons est une eau fossile. Seuls 1% d'entre elles se renouvellent tout au long de l'année, les 99% restants provenant des nappes glaciaires. La péninsule du Niagara n'a pas été sous la glace depuis près de 12 500 ans. Lorsque la glace a fondu, les eaux qui en ont résulté ont commencé à s'écouler par ce qui est devenu plus tard la rivière Niagara, le lac Erie et le lac Ontario. Il a fallu beaucoup de temps, mais l'eau a fini par éroder les falaises et former ces chutes spectaculaires. Tu as peut-être remarqué que la rivière Niagara est d'un vert étonnant. Cette couleur nous montre à quel point l'eau est puissante lorsqu'il s'agit d'érosion. Chaque minute, les chutes du Niagara crachent plus de 60 tonnes de minéraux dissous. C'est tout cela, ajouté au sel et aux roches finement broyées, qui donne cette couleur magnifique. Les habitants des États-Unis et du Canada, ou plus précisément les plus d'1 million de personnes ayant accès à la région, utilisent les eaux de la rivière Niagara à différentes fins. Par exemple, la pêche, l'approvisionnement en eau potable, les activités récréatives, natation, navigation de plaisance, observation des oiseaux, la production d'énergie hydroélectrique et bien d'autres choses encore. La première centrale hydroélectrique au monde a été construite à la fin du 19e siècle, juste à côté des chutes. Très vite, elle a commencé à porter ses fruits, car on pouvait en tirer de l'électricité. Mais cette électricité ne pouvait parcourir que 100 mètres et il fallait donc améliorer les choses. C'est Nikola Tesla qui a relevé le défi et apporté les modifications nécessaires. Il a découvert que l'électricité pouvait parcourir de longues distances en utilisant un courant alternatif. Aujourd'hui, les différentes centrales électriques des chutes du Niagara fournissent plus de 2 millions de kilowatts d'électricité. Fait intéressant, ce n'est pas seulement en 1969 que les chutes du Niagara se sont arrêtées. En 1848, l'eau n'a pas coulé pendant 40 heures. Les chutes étaient déjà très populaires auprès des touristes et constituaient une source d'énergie utile pour la population locale. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient paniqué. Mais cette fois, c'est la nature qui était en cause. La glace a bloqué la source de la rivière Niagara. Un fermier américain a été le premier à s'en apercevoir. C'était le 29 mars et il est allé se promener juste avant minuit. Il s'est vite rendu compte qu'il n'entendait pas le puissant grondement des chutes. Il s'est rapidement rendu au bord de la rivière et est resté bouche bée. Il n'y avait presque plus d'eau. Les usines et les moulins ont dû fermer parce qu'ils dépendaient de cette eau. Les tortues ne savaient plus où aller, les poissons sont morts, certaines personnes se promenaient sur le fond de la rivière, ramassant les petites choses qu'elles y trouvaient en guise de souvenir. Mais 2 jours plus tard, le 31 mars, les gens ont entendu un grondement lointain venant de l'amont de la rivière. Il se rapprochait et s'amplifiait jusqu'à ce qu'un mur d'eau apparaisse devant leurs yeux. L'une des plus grandes attractions du monde, que des millions de touristes visitent chaque année, était de nouveau en activité, magnifique et finalement invincible, comme la nature doit l'être. Imagine que tu es en vacances et que ta réservation d'hôtel est annulée. Tu vas devoir trouver un autre endroit où séjourner. Tu commences à chercher un hébergement sur Google quand tu tombes sur une annonce un peu particulière. Elle mentionne un hôtel qui semble avoir un nombre infini de chambres. Ils auront sûrement une chambre disponible pour toi, n'est-ce pas ? Tu arrives à l'hôtel et tu es accueilli à la réception par le directeur. Lui aussi a l'air spécial, et tu vas bientôt comprendre pourquoi. Il commence par dire que toutes ces chambres sont réservées. Le nombre infini de chambres sont toutes occupées par un nombre infini de clients. Mais attends, le directeur a quand même peut-être une solution pour toi. Il commence à expliquer que toutes les chambres de l'hôtel sont numérotées en commençant par la chambre numéro 1. Puis il y a la chambre numéro 2, puis 3, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Dans cet hôtel, une seule personne est autorisée par chambre. Mais alors, s'il y a une personne dans chacune des chambres, comment va-t-il faire de la place pour toi ? C'est simple, il demande à chacun des clients de se décaler d'une chambre.
Ainsi, la personne qui se trouve dans la chambre numéro 1 passe dans la chambre numéro 2, celle qui occupe la chambre numéro 2 passe dans la numéro 3, et ainsi de suite. Une fois que chacun de ce nombre infini de clients s'est décalé d'une chambre, la chambre numéro 1 devient disponible pour que tu y séjournes. Pendant que tu attends à la réception, un bus arrive avec 100 passagers qui veulent aussi passer la nuit à l'hôtel. Le directeur applique la même stratégie. Il décale tout le monde de 100 chambres jusqu'à ce que les 100 premières chambres soient prêtes à recevoir des clients. La rumeur se répand rapidement qu'il y a un hôtel qui peut accueillir beaucoup de clients. Évidemment, d'autres bus commencent à arriver. Et il ne s'agit pas seulement d'un grand nombre de bus. Un nombre infini de bus avec un nombre infini de passagers font la queue à l'entrée de l'hôtel. Notre directeur est encore une fois très malin. Il ouvre son agenda infini avec un nombre infini de pages et commence à préparer un tableau qui a aussi un nombre infini de colonnes et de lignes. Dans ce tableau, il y a une ligne pour chaque bus, avec la ligne du haut pour toutes les personnes qui sont déjà à l'hôtel. Il utilise les colonnes pour montrer la position que chaque personne occupe. Il y a la chambre numéro 1, la chambre numéro 2 et ainsi de suite. Il continue en remplissant le tableau avec bus 1, siège 1, puis bus 1, siège 2. Son objectif est de s'assurer que chaque personne reçoit son code unique. Ce code est composé du numéro du bus et du numéro du siège. Il montre ensuite à tout le monde comment il va attribuer les chambres. En commençant par le coin supérieur gauche de son tableau, il trace une ligne qui zigzague d'avant en arrière à travers le tableau, en passant par chaque personne exactement une fois. S'il pouvait tirer sur cette ligne depuis son extrémité, il transformerait le tableau infini en une seule ligne. Une fois que l'ordre de cette ligne est défini, il attribue chaque numéro de chambre à son client désigné. Tout le monde est logé à nouveau. Au moment où notre brillant directeur s'apprête à faire une pause, un grand bus apparaît à l'entrée de l'hôtel. Pas un véhicule ordinaire, mais un bus disco qui n'a pas de siège. Mais comme tu peux déjà l'imaginer, il a aussi un nombre infini de passagers. Alors qu'ils descendent du bus, tu entends leurs noms qui sont vraiment bizarres. Assez vite, l'un des nouveaux passagers explique pourquoi ils s'appellent de cette façon. Comme il y a un nombre infini d'entre eux dans le bus, ils ont tous décidé d'utiliser des identifiants uniques, utilisant uniquement les lettres X et Z. Pour rester dans le thème, ces noms sont aussi infiniment longs. Une personne peut s'appeler XXXXXX avec des lettres qui continuent indéfiniment, tandis qu'une autre peut s'appeler XZ, 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 avec encore cette combinaison de lettres qui continue indéfiniment. Après avoir réfléchi un peu, tu te rends compte qu'il y a une personne pour chaque séquence infinie possible de ces deux lettres. Mais juste au moment où les passagers du bus disco commencent à entrer dans l'hôtel, le directeur dit qu'il n'est pas en mesure de les loger tous dans l'hôtel. Cela risque d'être un peu compliqué à expliquer cette fois-ci, dit-il, mais laissez-moi essayer. Il commence par ouvrir une fois de plus son agenda infini. Il procède ensuite à l'attribution des chambres aux personnes présentes dans le bus. Disons que la chambre numéro 1 est pour la personne nommée XXXXXX. Tandis que la chambre numéro 2 est pour la personne nommée XZ, 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 XZ. Il devrait techniquement continuer en attribuant une chaîne différente de X et de Z à chacune de son nombre infini de chambres. C'est là que ça se complique, dit-il, car même si je complète cette liste infinie de noms, je peux toujours nommer une personne qui n'a pas eu de chambre. Pour savoir qui est cette personne, il suffit de prendre la première lettre du premier nom et de l'intervertir, de sorte que X devienne Z. Ensuite, il faut prendre la deuxième lettre du deuxième nom et la changer de Z en X. En continuant à faire ça, le nom qu'on va écrire n'apparaîtra sûrement pas sur la liste. Tu es peut-être tombé sur un hôtel avec un nombre infini de chambres, mais ce n'est pas pour autant qu'il peut accueillir littéralement tout le monde. Et ce, parce que ces chambres sont certes infinies, mais elles sont dénombrables. Même si cela te prendrait une éternité, tu pourrais techniquement compter toutes les chambres de l'hôtel, une à une. La raison pour laquelle on ne peut pas loger tous les passagers du bus disco est que ces passagers sont à l'inverse indénombrables. Il n'y a pas de moyen systématique de les identifier. En voyant les choses sous cet angle, on peut se poser la question suivante. Certaines infinités sont-elles plus grandes que d'autres ? Cette théorie s'appelle le grand hôtel infini de David Hilbert, et ce n'est pas la seule de ce genre.
La théorie de l'amitié est tout aussi amusante. Elle stipule que la plupart des gens ont moins d'amis que leurs amis n'en ont. Donc, si tu as 3 amis, il y a de fortes chances que tes amis aient plus de 3 amis chacun. Il est difficile de comprendre pourquoi c'est vrai, mais c'est vrai. Ce phénomène a été remarqué pour la première fois en 1991 par un sociologue nommé Scott Feld. Il a fait cette découverte inhabituelle en examinant des réseaux sociaux existants. Il a calculé le nombre moyen d'amis qu'une personne avait et a ensuite comparé ce nombre au nombre moyen d'amis que ses amis avaient. Il a remarqué que le deuxième nombre était toujours plus grand. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'explication logique à ce phénomène. Si tu te demandes en quoi c'est important, c'est parce que cela affecte la façon dont nous nous percevons par rapport aux autres. La plupart d'entre nous considèrent que nos amis sont plus heureux, plus riches et plus populaires qu'eux. Mais il est important de se rappeler que presque tout le monde est dans la même situation. Il y a aussi les théories de Zénon, qui sont des énigmes sur le mouvement. Elles posent des questions comme « Si tu dois faire la moitié des pas pour arriver quelque part, puis la moitié de ces pas, puis la moitié de ces pas, arriveras-tu jamais à destination ?» La réponse inattendue est oui. Même si tu as l'impression de ne jamais arriver au bout, si tu continues à faire la moitié des pas à chaque fois, tu finiras par y arriver. Cela peut sembler bizarre, mais toutes ces théories sont en fait des paradoxes. En mathématiques, il s'agit de conclusions tellement absurdes qu'il est difficile de les comprendre, même si toutes les étapes que tu as suivies avant d'arriver à la conclusion sont correctes. Dans la plupart des scénarios, le paradoxe est la contradiction des affirmations elles-mêmes. Dans Le Grand Hôtel Infini de David Hilbert, par exemple, ces affirmations sont que l'hôtel peut être entièrement réservé et en même temps avoir des chambres disponibles. Personne n'aurait jamais pu imaginer que l'insubmersible Titanic entrerait en collision avec un iceberg, à l'exception d'un homme, William Thomas Stead. Enfin, pas comme ça, d'un coup, bien entendu. Ce n'est pas comme s'il s'était réveillé en sursaut un beau jour en imaginant le désastre du Titanic. Il a plutôt écrit une nouvelle édifiante, intitulée « Comment le paquebot postal sombrera au milieu de l'Atlantique par un survivant le 3 mars 1886 », soit 26 ans avant le naufrage du Titanic. Récapitulons brièvement. Le Titanic se rendait à Southampton, à New York, à travers l'Atlantique Nord en avril 1912. Le navire a heurté un iceberg et moins de 3 heures plus tard, il était complètement submergé. Sur les 2208 personnes à bord, seuls 706 ont survécu, en raison du nombre limité de canaux de sauvetage et de l'eau glacée. Un autre navire de passagers, le Carpathia, a entendu son appel de détresse, recueilli les survivants et les a ramenés sains et saufs à New York. La nouvelle écrite par William Stead raconte l'histoire de Thomas, un marin britannique, qui monte à bord d'un paquebot à destination des États-Unis. À un moment donné, le protagoniste se rend compte qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde à bord du navire, au cas où quelque chose se produirait. Quelques jours plus tard, un épais brouillard cache toute visibilité. Le navire joue clairement de malchance, puisqu'il entre en collision avec un vaisseau errant, tout comme le Titanic a heurté son iceberg. Seuls 200 des 916 passagers parviennent à atteindre les États-Unis sains et saufs. Le personnage principal réussit néanmoins à survivre en sautant à l'eau et en grimpant dans l'un des canaux de sauvetage. On pourrait penser que cette histoire aurait incité tous les armateurs à ajouter des canaux de sauvetage supplémentaires sur les navires. Mais malheureusement, elle a reçu très peu d'attention lors de sa publication. Encore plus tragique, William Thomas Stead se trouvait à bord du Titanic lorsqu'il a coulé, et il n'a pas survécu. Les survivants qui avaient fait la connaissance de Stead ont mentionné que c'était un homme affable qui aimait beaucoup discuter pendant les repas. Il admirait la conception du navire et louait sa robustesse. Des témoins ont également relaté qu'il s'était montré digne d'éloges alors que le navire sombrait, en cédant son gilet de sauvetage à un autre passager. Journaliste de métier, il se rendait à New York pour une cérémonie. L'une de ses plus importantes contributions au journalisme moderne aura été l'emploi d'illustrations dans chacun de ses articles. Il a également introduit les interviews de presse qui sont encore utilisées aujourd'hui, de même que les illustrations. Mais cette histoire n'était pas le seul ouvrage à avoir prédit une telle catastrophe. Morgan Robertson était un auteur et un ancien capitaine de navire qui écrivait des nouvelles et des romans. Son œuvre la plus remarquable est Le naufrage du Titan. Elle est également connue sous le nom de Futility. Le livre a été écrit en 1898, soit 14 ans avant le Titanic. Il s'agit d'une fiction relatant l'aventure du Titan, un paquebot similaire au Titanic, qui traverse l'Atlantique Nord.
Par une incroyable coïncidence, le Titan est aussi rapide que le Titanic et partage de nombreuses autres similitudes avec lui, comme sa taille ou sa conception. Le livre le décrit comme insubmersible et comme le plus grand navire à jamais fendre les mers. Et c'est aussi ce que l'on disait du Titanic. Une autre similitude étrange est le nombre limité de canaux de sauvetage dont il dispose. L'histoire se déroule en avril, et c'est à ce moment-là que le Titanic a justement commencé son voyage et heurté un iceberg. L'histoire du Titan mentionne également que presque personne ne survit à l'horrible accident. Contrairement à l'histoire de Stead, le protagoniste de Robertson emprunte un chemin différent. Le naufrage du Titan se produit quelque part au milieu du livre. Ainsi, après la catastrophe, le personnage principal poursuit sa vie. Ce livre est revenu sur le devant de la scène après le désastre du Titanic. Comment quelqu'un pouvait-il décrire avec autant de précision les événements qui se dérouleraient près de 10 ans plus tard ? Beaucoup ont commencé à croire que Robertson pouvait deviner l'avenir. Mais en réalité, Robertson s'y connaissait tout simplement en navire. Il lui aura été facile de décrire les détails les plus infimes sans faire de recherches supplémentaires. En réalité, l'une des plus grandes menaces pour les navires de l'époque était de heurter un iceberg ou d'entrer en collision avec d'autres navires. L'histoire suivante semble quelque peu mystérieuse. Un jour, Alex Mackenzie a entendu une voix qui l'a averti de ne pas monter à bord du Titanic. Mais quand il s'est retourné, il n'y avait personne. Alors qu'il continuait de marcher, la voix lui a parlé de nouveau. Mais cette fois, elle était plus forte et plus distincte. Il a pris l'avertissement au sérieux et décidé d'annuler son voyage et de retourner à Glasgow, en Écosse, sa ville natale. Ses grands-parents n'étaient pas très contents de le retrouver au bercail plutôt qu'à bord du Titanic. Après tout, le billet coûtait très cher. Cette déception s'est très vite dissipée lorsqu'ils ont appris que le navire avait heurté un iceberg. John Coffey était membre de l'équipage du Titanic, mais il a décidé d'abandonner le voyage lorsque le paquebot s'est arrêté dans sa ville natale de Queenstown, en Irlande. Sa voix intérieure lui a dit de quitter le navire, ce qu'il a fait. Il n'avait que 23 ans à l'époque. Et pour quelqu'un de son âge, ça aurait pu être un coup de pouce majeur à sa carrière et une occasion de s'épanouir. Toutefois, cette horrible tragédie n'a pas empêché notre homme de signer à bord du RMS Mauritania, quelques mois seulement après le naufrage du Titanic. Tu parles d'un engagement. Des informations supplémentaires ont été dévoilées sur ce qui a pu contribuer au désastre du Titanic. Les constructeurs ont insisté sur le fait que le navire était insubmersible, mais de nombreuses personnes ont ensuite émis l'hypothèse que les plaques d'acier du navire étaient trop fragiles pour les eaux glaciales de l'Atlantique. Cela a pu faire sauter les rivets, permettant à l'eau de l'océan de s'infiltrer à l'intérieur. Une autre théorie veut qu'un incendie se soit déclaré sous les ponts du Titanic, qui aurait fait rage pendant 3 semaines avant le voyage. Ce feu aurait pu ramollir l'acier, permettant à l'iceberg de le déchirer comme un couteau dans du beurre. Certaines photos prises avant que le navire ne parte en voyage montrent des marques noires sur la coque, qui pourraient avoir été causées par le feu. Quoi qu'il en soit, l'iceberg aurait de toute façon causé des dommages importants, qu'il y ait eu un incendie ou non. Certaines personnes blâment également les concepteurs du Titanic. Le navire avait été construit avec de grands joints à sa base, qui se sont probablement rompus facilement lors de la collision. Bien sûr, ce ne sont là que des théories, mais nous savons avec certitude que l'iceberg était l'antagoniste principal de ce drame et que les travaux de Stead et Robertson auraient dû être pris au sérieux. Quoi qu'il en soit, cela servira de leçon à l'avenir et permettra d'éviter des tragédies similaires. Au fait, les paquebots et les navires de passagers n'existeraient pas sans Thomas Newcomen. En 1712, il a inventé un moteur à vapeur si puissant qu'il pouvait produire suffisamment d'énergie pour propulser un navire. Et c'est un siècle plus tard, en 1819, que le premier bateau à vapeur a traversé l'océan Atlantique jusqu'à Liverpool, au Royaume-Uni. Il ne lui aura fallu que 29 jours pour traverser l'océan. L'industrie maritime du transport de passagers a connu un essor au début des années 1900, lorsqu'il est devenu plus facile pour les gens d'émigrer en Amérique ou de partir en vacances. Au fil des décennies, l'avion a fini par supplanter les navires de passagers, car les aéronefs étaient plus rapides et plus efficaces. De nos jours, il est assez rare qu'un navire de passagers entre en collision avec quoi que ce soit en pleine mer. Les technologies modernes permettent de détecter tout ce qui pourrait constituer une menace et même de prévoir les tempêtes. De nos jours, les bateaux de croisière sont des géants comparés aux navires de l'époque du Titanic. Les navires d'aujourd'hui peuvent transporter près de 2 fois plus de passagers et disposent d'équipements dont les gens de l'époque ne pouvaient que rêver. La plupart de nos navires de croisière proposent plusieurs restaurants, plusieurs piscines et des salles de jeu où se détendre. Si vous êtes d'humeur à vous amuser, vous pouvez même assister à des spectacles. Et n'oublions pas la possibilité d'accueillir des hélicoptères.
Aucune raison de s'inquiéter en cas de malaise. Des médecins de bord sont toujours là pour aider les passagers qui en ont besoin. Et ces navires ne vont que s'agrandir dans le futur. La différence entre le Titanic et un navire de croisière moderne est à peu près comparable à celle d'un Corgi et d'un Doberman. À son époque, le Titanic était le navire le plus grand et le plus avant-gardiste dont on puisse rêver. Alors, qui sait ce que l'avenir des paquebots de croisière nous réserve ? Il pourrait même finir par abriter des villes entières. Voilà qui ferait un très gros bateau. Waouh! La surface de la Terre tremble. De longues fissures ouvrent le sol. Des rivières de lave dévalent rapidement les pentes. Un bruit assourdissant emplit l'air. Des roches et autres débris sont propulsés partout. Des nuages de gaz et de cendres volcaniques recouvrent le ciel. Ce n'est pas l'intrigue d'un film catastrophe à grand spectacle. C'est ce qui se passe lorsque des supervolcans décident d'entrer en éruption. Mais ce n'est probablement pas le scénario qui se déroulera lorsque le plus grand volcan du monde, le Mauna Loa, décidera de terminer sa longue sieste. En 2021, les scientifiques étaient persuadés que cela arriverait bientôt. Mais jusqu'à présent, rien. La sismicité du volcan continue d'augmenter, puis de revenir à la normale. Mais on ne sait jamais quand ce géant va enfin se réveiller. C'est pourquoi les experts surveillent l'activité géologique de la plus grande île d'Hawaï depuis un bon moment. La grande île d'Hawaï est composée de 5 volcans, dont le plus actif de la planète, le Kilauea, et le plus grand, le Mauna Loa. Ce mastodonte représente presque la moitié de la masse terrestre de l'île. Et ce que la lave du Kilauea émet en une journée, le Mauna Loa peut le cracher en 20 minutes. C'est ce qu'il a fait en 1984. Alors que le petit frère du Mauna Loa fait des caprices depuis un moment, le géant sommeille depuis sa dernière éruption. Mais très récemment, l'Observatoire volcanologique d'Hawaï a enregistré plus de 200 mini-séismes sous le Mauna Loa. Cela signifie probablement une augmentation du flux de magma en dessous. Le volcan est donc peut-être en train de se réveiller, ou pas. Si le Mauna Loa entrait soudainement en éruption, les coulées de lave pourraient atteindre l'océan et les endroits les plus peuplés et touristiques, comme Captain Cook, et ce très rapidement, en quelques heures seulement. En 1984, la dernière fois que le volcan est entré en éruption, la lave est arrivée jusqu'à la banlieue de Hilo, de l'autre côté de l'île. C'est là que se trouve un campus de l'université d'Hawaï. Heureusement, les habitants ont eu quelques semaines d'avance pour se préparer à la catastrophe. De nos jours, les habitants ont des sacs spéciaux prêts à l'emploi contenant les affaires les plus importantes, notamment leurs documents et de l'argent. Ces précautions peuvent s'avérer utiles en cas d'évacuation d'urgence. Même si la plupart des éruptions du Mauna Loa n'ont jusqu'à présent touché que la zone du sommet, plusieurs d'entre elles ont envoyé de la lave jusqu'à l'océan. Et on ne sait jamais quelle sera la puissance de la prochaine éruption. Maintenant, quelle est la plus haute montagne sur Terre? Le mont Everest? Ça dépend. Du fond de la mer au sommet, le Mauna Loa est plus haut de 300 mètres que le célèbre pic himalayen. Le volcan est si grand qu'il fait littéralement s'affaisser sous son poids la plaque du Pacifique sur laquelle il repose. Les scientifiques affirment que lorsque ce monstre entrera en éruption, le volume de lave qui sortira constituera un danger de mort. Depuis qu'on enregistre son activité, le Mauna Loa est entré en éruption régulièrement, presque tous les 6 ans. Et même si sa dernière éruption remonte à environ 40 ans, les scientifiques sont certains que ça va se reproduire. Tu te souviens de la scène qu'on a évoquée au début? Eh bien, tu peux te détendre. Il est peu probable que cela se produise avec le Mauna Loa. Le fait est que les volcans de la Grande Île, y compris le Mauna Loa, ne sont pas très volatiles. C'est parce que ce sont des volcans boucliers. Ces volcans ont reçu ce nom car ils ne sont pas très hauts et ressemblent au bouclier d'un guerrier posé à plat sur le sol. Les volcans boucliers sont formés par de la lave très fluide. Elle se déplace plus loin et forme des coulées beaucoup plus fines que la lave éjectée d'un stratovolcan, qui est de forme conique et haute, comme le tristement célèbre Krakatoa en Indonésie. Donc, si, ou plutôt quand, le Mauna Loa entrera en éruption, il n'y aura probablement pas de nuages de cendres ni de tonnes de débris. La chose la plus dangereuse sera la lave. Comme le Mauna Loa est un volcan bouclier, la lave est extrêmement fluide et volumineuse, ce qui lui permet de s'écouler loin et vite. À l'aide des cartes théoriques des évents, les experts de l'Observatoire volcanologique d'Hawaï ont établi des cartes des coulées de lave possibles. Ils s'inquiètent de la concentration de tremblements de terre à des taux élevés. Cela signifie probablement que la lave est en mouvement sous la surface. 500 à 600 tremblements de terre par jour sont une raison sérieuse d'être en état d'alerte.
D'un autre côté, cela ne signifie pas nécessairement une catastrophe ou une éruption inévitable. Il y a une dizaine d'années, plusieurs tremblements de terre qui se sont produits en même temps ont signalé que quelque chose se passait sous le Mauna Loa. Mais aucune éruption n'a eu lieu. Au lieu de cela, la moitié du volcan s'est déplacée un peu vers le sud. Ainsi, il a probablement donné plus de place au magma pour rester sous la surface. Maintenant, revenons à l'éruption catastrophique que nous avons évoquée au début de la vidéo. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'un supervolcan entre en éruption. Ce sont des volcans qui ont eu au moins une fois une éruption avec un indice d'explosivité volcanique de niveau 8, qui est le plus haut de l'échelle. Les supervolcans sont souvent très grands et démunis de cônes. C'est parce qu'ils sont généralement les restes de gigantesques chambres magmatiques qui se sont enflammées, laissant derrière elles une caldeira. On les trouve généralement au-dessus des points chauds. Les supervolcans peuvent produire des super éruptions. Et lorsqu'ils le font, ils soufflent plus de 1000 km3 de cendres, de roches fondues et de gaz chaud dans les airs. En d'autres termes, 4 super éruptions pourraient remplir le Grand Canyon à ras-bord. Les supervolcans se forment lorsque des volumes gigantesques de magma brûlant tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol. Ce magma s'élève près de la surface, mais ne parvient pas à percer la croûte terrestre. C'est pourquoi un énorme bassin pressurisé de magma bouillonnant se rassemble à une profondeur de quelques kilomètres seulement. La pression ne cesse d'augmenter car davantage de magma essaye d'atteindre la surface, jusqu'à ce que, boum, une super éruption se produise. La super éruption la plus récente s'est produite en Nouvelle-Zélande. Et quand on dit récente, c'était il y a environ 26 500 ans. C'est à ce moment-là qu'un supervolcan situé sous la surface du lac Taupo a craché dans l'air plus de 1250 km3 de cendres et de pierres ponces. Imagine que 500 000 grandes pyramides de Gizeh s'envolent en même temps. C'est dire à quel point cette éruption était incroyablement puissante. Mais le plus excitant et le plus déroutant dans cette éruption, c'est que le volcan Taupo ne s'est pas simplement éteint comme beaucoup d'autres. Au début, tout se passait comme d'habitude. Plus de 800 km3 de magma s'étaient accumulés sous la surface. Et la pression était de plus en plus élevée. Mais après que la roche s'est fissurée et que la première partie de la lave s'est précipitée hors du cratère, quelque chose a mal tourné et le supervolcan a fait une pause. Seulement quelques mois plus tard, l'éruption désastreuse a fait trembler le sol. Et des milliers de tonnes de lave, de roches et de cendres se sont envolées dans l'atmosphère. Le schéma d'éruption inhabituel du Taupo déroute encore les scientifiques. Mais l'ère des supervolcans n'est pas terminée. Le plus tristement célèbre d'entre eux est probablement celui du parc national de Yellowstone. Ce géant génère au moins 3 éruptions méga puissantes, et qui sait combien de plus petites. Si ce monstre entrait en éruption aussi fortement qu'il y a 2,1 millions d'années, il cracherait plus de 2450 km3 de matière rougeoyante. À titre de comparaison, ce volume équivaut à 65 millions de coupoles du Capitole de Washington DC, empilées les unes sur les autres. Toutefois, les scientifiques sont sûrs que le Yellowstone ne présente aucun danger de nos jours. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être fondu à au moins 50%. Or, dans le cas de la caldeira de Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. Mais bien sûr, le Yellowstone n'est pas le seul supervolcan de notre planète. Il y a aussi le Taupo de Nouvelle-Zélande, que tu connais déjà, la caldeira d'Aira au Japon, la Long Valley en Californie, le Toba en Indonésie. Chacun d'entre eux peut un jour produire une super éruption. Il y a aussi plusieurs supervolcans potentiels qui n'ont pas encore mérité ce nom, car ils n'ont jamais produit quoi que ce soit qui ressemble à une super éruption. Par exemple, en 1883, le volcan indonésien Krakatoa a explosé. La puissance de l'éruption a déchiré les parois du volcan. Et de l'eau de mer froide s'est engouffrée dans ses entrailles en fusion. La différence de température a fait exploser le volcan dans un boom assourdissant. On l'a clairement entendu à 3000 km de là, en Australie. Cela a valu à l'explosion le titre de son le plus fort de l'histoire. Mais même si les conséquences de cet événement ont vraiment été catastrophiques, il ne s'est pas avéré assez puissant pour être qualifié de super éruption. La partie la plus froide de notre planète, l'Antarctique, ne cesse de nous surprendre. Jette un coup d'œil à cette chute nommée Blood Falls, les cascades de sang. De l'eau rougeâtre sort de la glace blanche. Les scientifiques ont conclu que cette couleur était liée au fer. L'eau qui provient du glacier s'oxyde et prend une teinte de rouille lorsqu'elle est exposée à l'oxygène. Et la couleur rouge apparaît. Prends pied sur le mont Gandeng. Il pond des œufs.
Bon, peut-être pas de vrais œufs, mais ces pierres ressemblent assurément à des œufs de dinosaures. C'est pour cela que le mont est devenu célèbre. Ces œufs de pierre, appelons-les ainsi, se sont formés dans une partie de la montagne il y a plus de 500 millions d'années. Il est intéressant de noter que ce phénomène se répète une fois tous les 30 ans. Les œufs se déclinent dans des tailles et des couleurs différentes. Ces pierres apparaissent à la surface de la falaise. Une étude réalisée dans la région a révélé que la composition de ces pierres n'était pas pareille à celle des autres parties de la montagne. Ici, ce sont les roches calcaires qui prédominent. Elles sont davantage sujettes à l'érosion. Elles s'effritent de jour en jour. Il aura fallu 3 décennies pour que les pierres prennent cette forme d'œuf. Pourtant, le procédé par lequel ces formations rocheuses peuvent être parfaitement sphériques et lisses demeure un mystère. Selon les scientifiques, chaque œuf de pierre a un noyau de matière organique. Ils sont constitués de coquilles, de restes de plantes, de dents de poisson et de squelettes. Voilà peut-être un début d'explication. Le village de Goulou est proche des œufs de pierre. Les habitants croient que ces œufs sont sacrés. Les villageois les associent à la bonne fortune. En fait, presque chaque famille en a un dans sa maison. Malheureusement, il ne reste qu'environ 70 œufs. Alors, si tu veux les voir, il vaut mieux te dépêcher. La structure de Richat est un phénomène géologique de forme circulaire, situé dans le désert du Sahara, près de la Mauritanie. Elle est constituée de roches en plusieurs couches, et celle-ci ressemble beaucoup à des anneaux. Pas étonnant que cette structure unique ait attiré l'attention de la NASA. Vu du ciel, l'élément géologique semble être en train de tourner sur lui-même. Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces anneaux sont apparus. Certains disent qu'il s'agit de l'impact d'un astéroïde, d'autres pensent qu'il s'agit d'un processus géologique naturel. Pour eux, la structure de Richat est un dôme rocheux érodé et surélevé. Les géologues la classent souvent comme un dôme anticlinal. Les scientifiques ont découvert que les roches du centre sont plus anciennes que les roches extérieures en forme d'anneau. Il semblerait donc que les pierres aient été érodées jusqu'à former des couches de roches plates. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'explication valide à ce phénomène. Et ce mystère du Sahara, long de 45 km, n'est toujours pas résolu. Le numéro 4 est Rapa Nui, ou Isla de Pascua. Mais je te parie que tu la connais comme l'île de Pâques. Oui, elle a 3 noms. Elle a été découverte par Jacob Roggeveen, qui n'avait en réalité aucune intention de chercher cette île. Il a juste débarqué là par hasard un dimanche, et c'est de là que vient son nom. Jacob recherchait en fait la Terra Australis, et soit dit en passant, ce n'est pas l'Australie. Celle-ci n'a jamais existé, et ce n'était qu'un continent hypothétique. De plus, il voulait jeter un coup d'œil à la terre de Davis, qui aurait été aperçue dans le passé par Edward Davis, le pirate, et non Edward Davis, le saxophoniste. Jacob n'y est pas parvenu non plus, bien que personne n'ait jamais vu cette île, à l'exception du pirate Davis lui-même. Il n'a peut-être pas réussi à découvrir les terres qu'il voulait, mais il a découvert l'île de Pâques à la place. Cette île est un territoire particulier du Chili, situé dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle figure sur cette liste parce que près de 1000 statues de pierre, appelées moai, ont été découvertes sur place. Elles ont été créées par le peuple Rapa Nui. Presque toutes ces statues représentent des têtes gigantesques, mais on trouve aussi un petit nombre de figures agenouillées avec les mains sur le ventre. Chaque statue représente des chefs ou d'autres membres importants de la société de l'île de Pâques. Pour sculpter ces statues, les habitants ont utilisé des pierres volcaniques qui avaient été ramollies. Le prochain arrêt est la porte de l'enfer. Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste la façon dont les gens ont baptisé le cratère gazier de Darvaza au Turkménistan. Ce cratère géant de gaz naturel est là depuis 5 décennies. Et il brûle des gaz en permanence. Le président du pays souhaiterait par ailleurs que des experts trouvent un moyen d'éteindre cette fosse de feu permanent. Ce site a été accidentellement créé par des ouvriers en 1971, alors qu'ils travaillaient sur un projet de gaz naturel. Depuis, les flammes n'ont pas cessé et c'est devenu une attraction touristique. Des constructions mystérieuses sont parfois aussi bâties à notre époque. Nous n'avons pas besoin de remonter à des millions d'années, vers des civilisations disparues depuis longtemps. Edward Litzkalin a construit à lui seul une structure appelée le Château de Corail, à Homestead, en Floride. Il n'a pas utilisé de grandes machines. Il a taillé et sculpté près de 1100 tonnes de roches coralliennes en 28 ans, jusqu'en 1951. C'est un véritable mystère de comprendre comment il a réussi à accomplir cela tout seul. Litzkalin a sculpté la roche sédimentaire en différents objets, tels que des murs, des tables, des chaises, une fontaine et un cadran solaire. Il y a bien sûr une légende derrière ce mystère. Il a été inspiré à construire cette structure après avoir été abandonné par sa fiancée le jour de leur mariage. Oh oh, planté à l'hôtel.
Il aurait voulu lui prouver son amour à elle et au monde entier. Il lui fallait donc produire quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il a clairement réussi. Parlons un peu du mystère des cercles de fées en Namibie. Il existe des millions de taches circulaires sur des centaines de kilomètres, dont le diamètre varie de 3 à 20 mètres. On les appelle les cercles de fées parce qu'ils ont l'air d'avoir été créés par des fées ou par une créature d'un autre monde. Il s'agit essentiellement de terre de forme ovale entourée d'herbes. Il existe de nombreuses croyances locales qui entourent la création de ces marques. Pourtant, la science dit tout autre chose. Depuis des décennies, les biologistes et les mathématiciens sont perplexes quant au mystère des cercles de fées namibiens. Il existe plus d'une théorie pour expliquer ce phénomène. Voici une théorie populaire. Comme l'eau est limitée dans le désert, les plantes se font concurrence pour accéder à celle-ci. Certaines plantes s'étendent et prospèrent dans une parcelle. Mais les plantes plus petites, situées à proximité, ne peuvent pas obtenir l'eau nécessaire pour survivre. Au final, une partie de la végétation disparaît. Et les autres restent en bordure de la parcelle. C'est pourquoi elles forment des écarts si réguliers. Et si je te disais qu'il existe une colline dans la ville de Leh, en Inde, où au lieu de rouler vers le bas, les choses montent? Il s'agit d'une illusion d'optique. La route semble gravir une colline à cause des paysages alentours. Pourtant, la route descend en réalité. Ce genre de phénomènes sont appelés côtes ou collines magnétiques. Les explications scientifiques varient. La théorie la plus courante affirme que la colline possède une force magnétique si forte qu'elle peut attirer les voitures qui se trouvent dans les environs. Que dirais-tu de voir des rochers enflammés? Yanartas s'étend sur une superficie de plus de 3 km². L'endroit est situé sur une montagne rocheuse dans le sud-ouest de la Turquie, près de la ville de Sirali. Yanartas doit son nom à son apparence. Il signifie littéralement « pierre flamboyante ». Les roches brûlent depuis au moins 2500 ans. Et elles continueront probablement à brûler pendant les prochaines décennies. La montagne où se trouvent les roches est un volcan inactif. Elle est donc parsemée de minuscules fumerolles qui libèrent des gaz comme le méthane. Ce gaz s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène et crée cet effet flamboyant. Ah, et d'ailleurs, à l'époque, les marins utilisaient ces flammes comme un phare naturel, car elles sont très proches de la côte. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une attraction touristique. Les randonneurs l'adorent aussi. Maintenant, marche sur le lac Abraham gelé, au Canada. En hiver, l'eau gelée se remplit de bulles de glace. Cela semble magique, mais ces orbes blancs ne sont pas si sûrs. Ils sont composés de gaz méthane inflammable. La beauté peut être trompeuse. L'image suivante provient de Racetrack Playa, dans la vallée de la mort, aux États-Unis. Il s'y trouve un lac asséché où les rochers se meuvent. Ces roches étranges semblent avoir été poussées ou traînées par quelqu'un ou quelque chose. Elles laissent à la fois une trace et un mystère derrière elles. Mais on comprend aujourd'hui la force qui se cache derrière tout ça. Surprise, c'est le vent. Et un peu de glace. Les scientifiques affirment que le vent pousse les roches pendant les brèves périodes où le sol est couvert de glace. Je ne peux m'empêcher de remarquer que beaucoup de choses mystérieuses sur la Terre impliquent des pierres et des rochers. Ou du méthane. Et toi, lequel de ces phénomènes est ton préféré? Des bateaux et des avions qui disparaissent sans laisser de traces. Des passagers qu'on ne revoit jamais. Des rapports sur d'étranges lumières dans le ciel. Non, ce ne sont pas les scènes d'un prochain blockbuster hollywoodien, mais quelques-uns des événements étranges signalés depuis plus d'un siècle dans une zone sinistrement surnommée le cimetière du lac Ontario, également appelé le triangle des Bermudes du Canada ou le vortex de Marisburg. Il s'étend sur une partie du lac Ontario, de Kingston au comté canadien de Prince Edward et jusqu'à Oswego dans l'État américain de New York. Les récits concernant cette zone sont aussi glaçants que l'eau du lac sur laquelle ils ont eu lieu. L'histoire la plus troublante concerne la goélette appelée le Bavaria. C'était en 1889 et le bateau était remorqué sur le lac. Des eaux agitées ont rompu la corde de remorquage et le Bavaria s'est éloigné. Par chance, la goélette a été retrouvée plus tard entièrement intacte. Mais il manquait une chose, l'équipage. Pas une seule personne n'a été retrouvée à bord. Ce qui rend cette histoire encore plus bizarre, c'est que la table du dîner était mise, qu'on a découvert une miche de pain fraîchement cuite et que l'argent et les papiers du capitaine étaient au complet. Il y avait même un canari de compagnie qui gazouillait joyeusement comme si de rien n'était. Qu'est-il arrivé à l'équipage? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et ce n'était pas un incident isolé.
Un peu plus de 10 ans plus tard, en 1900, 3 navires, l'Animines, le Picton et l'Acacia, traversaient le lac. Seuls 2 d'entre eux parviendraient à leur destination finale. Le second, le Picton, naviguait à toute vitesse devant les autres, lorsqu'il a tout simplement disparu. Selon un cuisinier de l'Animines, nous étions bien avancés sur le lac et nous allions à un bon rythme quand tout à coup, nous avons vu les huniers du Picton se détacher, puis ses voiles inférieures se sont affalées. Et ensuite, alors que nous étions debout et que nous regardions, le Picton a tout simplement disparu. Il est possible que le navire ait coulé car des débris ont été vus plus tard dans l'eau, mais le navire lui-même n'a jamais été retrouvé et aucun de ses membres d'équipage n'a jamais été localisé. Quelques semaines plus tard, une bouteille avec une note à l'intérieur a été découverte à Sackett Harbor, New York. La note était de la main du capitaine Sidley du Picton et attachait Vasey avec moi à une corde pour que nous soyons retrouvés ensemble. Vasey était le fils du capitaine âgé de 12 ans. La note soulève plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Si les témoins ont dit vrai, la disparition du navire a été assez rapide. Quand le capitaine Sidley a-t-il su qu'il était en danger? Pourquoi n'a-t-il pas appelé à l'aide s'il était prévenu? Quand a-t-il eu le temps d'écrire une note, de la mettre en bouteille et de s'attacher à son fils? Tout cela reste un mystère. Et il n'y a pas que les navires qui ont eu maille à partir avec les forces étranges de la région. Des avions ont aussi lutté pour s'en sortir en un seul morceau. En 1975, Ron Scott s'est envolé de l'aéroport de Picton dans son Cessna 172. Alors qu'il entrait dans le vortex de Marisburg, son appareil s'est incliné sur le côté. Pendant plusieurs secondes, il a été incapable de redresser l'avion, mais une fois qu'il l'a fait, la même force l'a fait basculer de l'autre côté. Encore une fois, il est resté coincé comme ça pendant quelques secondes, incapable de contrôler son aéronef. En pilote chevronné, il n'avait jamais rien connu de tel auparavant. Il a certainement été plus chanceux que le pilote de l'aviation royale canadienne, Barry Allen Newman. Newman se trouvait au même endroit en 1952 lorsqu'il a perdu le contrôle de son jet et s'est écrasé dans le lac. À ce jour, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Au total, plus de 270 bateaux et au moins 40 avions ont connu une fin tragique dans la région. Pour ajouter au mystère, les gens signalent parfois une série de lumières ou d'orbes brillants ou encore un vaisseau sombre qui plane dans le ciel. Ces phénomènes sont encore plus difficiles à expliquer. Les témoins qui consentent à les signaler sont catégoriques. Ils sont bien réels. Sid Wells a déclaré qu'il avait observé une forme étrange, comme un diamant à multiples facettes, tourner lentement dans le ciel. Puis, elle a tout simplement disparu. D'autres personnes affirment l'avoir vue aussi. Bien sûr, le vortex de Marisburg n'est qu'un des nombreux endroits dans le monde connus sous le nom de ville vortex, un terme inventé par le biologiste et écrivain Ivan T. Sanderson. Il a découvert 12 autres zones équidistantes à la surface de la Terre où de drôles de choses se produisent. La plus connue d'entre elles est, bien sûr, le redoutable triangle des Bermudes. Situé dans l'océan Atlantique entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, il est tenu pour responsable de la disparition de milliers de personnes. Elles y sont entrées en bateau ou en avion, mais n'en sont jamais ressorties. Même l'explorateur Christophe Colomb a expérimenté le mystère du triangle des Bermudes lors de son premier voyage en Amérique en 1492. Il a affirmé que les boussoles pointaient dans la mauvaise direction, que le niveau de la mer semblait changer radicalement et qu'il a même aperçu d'étranges lumières dans le ciel. En 1918, l'USS Cyclops, qui était l'un des plus gros navires citernes de la marine américaine, a disparu à cet endroit. Comme les 309 membres d'équipage ont été déclarés perdus en mer lorsque le Cyclops a disparu, on considère qu'il s'agit de la plus grande perte en vie humaine de l'histoire de la marine américaine en un seul incident. À l'époque, la météo était bonne. Le seul message envoyé ce jour-là par le navire n'indiquait aucun problème ni aucune préoccupation. Et aucun signal de détresse n'a jamais été envoyé. Une enquête navale approfondie a suivi. Sa conclusion ? De nombreuses théories ont été avancées, mais aucune ne permet d'expliquer de manière satisfaisante la disparition du navire. En d'autres termes, les enquêteurs étaient perplexes. Il y a aussi le triangle du Dragon, situé dans l'océan Pacifique. L'histoire la plus troublante concerne un groupe de navires japonais qui ont disparu dans les années 50. Lorsque des chercheurs ont été envoyés pour enquêter sur ce qui s'était passé, ils ont eux aussi disparu. Dans chaque cas, il est impossible de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et il est facile de se laisser emporter par les histoires de monstres marins géants qui se cachent sous les vagues. Sanderson était prêt à accepter la possibilité que de telles histoires soient vraies. Il pensait que les villes vortex qu'il étudiait pouvaient être expliquées par n'importe quoi, d'une ride dans le continuum espace-temps à des anomalies magnétiques, en passant par un mystérieux peuple aquatique.
Bien sûr, Sanderson n'était pas seulement un grand fan des lieux étranges. Il a aussi écrit sur des créatures fantasmagoriques comme le Bigfoot et le monstre du Loch Ness. Ses compétences en tant que scientifique impartial sont toutefois discutables. En 1948, il a affirmé que des empreintes de pieds à 3 doigts, trouvées à Clearwater Beach en Floride, étaient la trace de manchots de 4,50 m de haut, arguant qu'il était impossible de les contrefaire. En 1988, Tony Signorini a finalement révélé que son ami et lui, en attachant des pieds en fonte à des baskets montantes, étaient à l'origine du canular du manchot géant. Peut-être que Sanderson n'est pas la source la plus fiable après tout, mais il existe aussi des explications tout à fait convaincantes et entièrement naturelles. Examinons plus particulièrement le vortex de Marisburg. Il est tout à fait possible que des navires comme le Bavaria et le Picton aient succombé à un mélange de malchance et de mauvais temps. Le temps instable n'est certainement pas rare sur le lac Ontario, et les tempêtes éclair sur l'eau peuvent s'avérer dangereuses pour les marins les plus expérimentés. Encore aujourd'hui, malgré les progrès des prévisions météorologiques, on se trompe souvent. À l'époque, il n'y avait aucun moyen de prédire qu'une tempête était en approche. Et la météo n'était qu'un problème parmi d'autres. L'historien Marc Seguin a déclaré que la zone avait toujours été connue pour être dangereuse, car le lit du lac devient rapidement peu profond le long de la rive est. Il y a aussi de petites îles rocheuses et des hauts fonds disséminés dans toute la zone, ce qui rend la navigation risquée, surtout pour les grands bateaux ou ceux qui sont alourdis par une lourde cargaison. Au milieu du XXe siècle, les prévisions météorologiques modernes et l'amélioration de la construction navale ont atténué la plupart des dangers de la navigation sur les grands lacs, ce qui a entraîné moins de pertes. Le dernier grand naufrage sur l'un des grands lacs a été celui du SS Edmund Fitzgerald, qui a coulé au large des côtes du lac supérieur en 1975 avec 29 membres d'équipage. Il semble que le vortex ne puisse rivaliser avec le progrès humain. Et en ce qui concerne les lumières ou les images dans le ciel, dans la plupart des cas, c'est le résultat d'un phénomène intéressant appelé inversion thermique. Lorsque cela se produit, une couche d'air chaud se retrouve piégée sous de l'air froid. Cela peut donner lieu à des mirages ou des reflets. Ainsi, une lumière au sol qui se trouve à des kilomètres peut se refléter dans le ciel, donnant l'impression d'un objet volant. D'autres parties du mystère pourront être résolues avec le temps. L'eau douce et les températures glaciales du lac Ontario aident à préserver les navires et les avions qui y ont sombré. Alors que les plongeurs et les chercheurs continuent d'explorer la région, peut-être percerons-nous enfin le mystère du Bavaria, du Picton, du capitaine Sidley et de son fils. À 32 km au sud d'Olympia, dans l'État de Washington, se trouvent d'étranges monticules herbeux de 2,50 m de haut et 9 mètres de large. Ils couvrent une superficie de près de 2,5 km². Ces petites collines sont connues sous le nom de monticules de Mima, et personne ne sait ce qui les a créées. Ils hantent les rêves des géologues depuis près de 200 ans. Les scientifiques débattent sur la cause exacte de l'apparition de ces monticules. Parmi les suspects principaux, on compte les tremblements de terre, les glaciers, les cheminées de gaz, le gonflement de l'argile et même les termites. En 1942, les géologues ont supposé que des rats à poche auraient pu créer ces monticules. En 1987, la théorie a été testée. De petits morceaux de métal ont été poussés dans les monticules et surveillés à l'aide de détecteurs de métaux. Lorsque les rongeurs ont creusé leur terrier, les morceaux de métal ont été poussés vers le haut. Un programme informatique a analysé ces résultats et il s'est avéré que de nombreuses générations de rats auraient effectivement pu former les monticules. Il leur aurait fallu des centaines d'années, mais la raison pour laquelle ils auraient poussé la Terre vers le haut, alors qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour la déplacer derrière eux, n'est pas claire. Jusqu'à présent, l'implication des rongeurs n'est encore qu'une théorie. Les scientifiques avaient l'habitude de considérer la forêt amazonienne comme un grand écosystème rempli d'arbres depuis des millions d'années. Pourtant, lorsque les anneaux de l'Amazonie de 5 mètres de large ont été découverts, cela a bouleversé toutes les théories. Ces anneaux ont prouvé que la région était très différente avant que les forêts ne commencent à y pousser. Elle ressemblait à une savane moderne. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de sol près des lacs, et les résultats ont montré que ce sol ne provenait pas d'une forêt tropicale, mais de terres arides. Cela pourrait signifier que les personnes qui vivaient ici avaient, selon toute vraisemblance, un environnement complètement différent de ce que les scientifiques pensaient encore. Les géologues étudient toujours les anneaux et essaient de comprendre à quoi ils ont servi. Connue sous le nom d'œil du Sahara, la structure de Risha est un objet en forme d'anneau de 48 km de large situé au milieu du désert. On a d'abord pensé que Risha était un site d'impact de météorites, mais désormais, les scientifiques pensent qu'il a été créé par l'érosion d'une colline ou d'une montagne.
Elle s'est érodée avec le temps, mais a laissé derrière elle des couches d'anneaux rocheux qui étaient autrefois une montagne. L'œil est si proéminent que les astronautes peuvent le voir depuis la Station spatiale internationale. L'Antarctique est l'endroit le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la Terre. Mais la chose la plus étrange à son sujet pourrait se trouver profondément enfouie sous la glace. Jusqu'à il y a environ 60 ans, l'Antarctique était considérée comme une terre plate. Tout a changé en 1958 lorsque la chaîne de montagnes Gomburtsev a été découverte. Elle se cachait sous 3 km de glace et ses pics mesuraient plus de 3000 mètres de haut et toute la chaîne s'étendait sur 1200 km. Cela représente un tiers de la hauteur du mont Everest et environ la moitié de la longueur de l'Himalaya. Personne n'a jamais posé les yeux sur les montagnes Gomburtsev. La glace cache des vallées profondes et des pentes abruptes qui pourraient montrer à quoi ressemblait la Terre il y a des millions d'années. En Antarctique orientale, le lac Vostok a été découvert en 2012 lors d'un forage. Les scientifiques ont trouvé un lac d'eau douce intact et non gelé sous plus de 3 km de glace. Les chercheurs pensent que des micro-organismes non découverts et des processus géochimiques uniques pourraient exister dans le lac. Après tout, il n'a pas vu la lumière du soleil ni été exposé à l'atmosphère de la Terre depuis plus de 15 millions d'années. Mais le forage dans le lac risque de ruiner l'écosystème qui se trouve en dessous et de contaminer l'un des derniers endroits intacts de la planète. Il y a une anomalie de 106 mètres dans l'océan Indien, connue sous le nom de dépression géoïde de l'océan Indien, IOGL en anglais. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses failles en eau profonde et les réservoirs de magma perturbent le champ magnétique dans cette zone. La gravité de la Terre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs de chercher des modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement des matériaux plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une bosse dans le manteau de la planète qui remonte jusqu'à sa croûte. La grotte des cristaux se trouve dans l'état mexicain de Chihuahua. Ces cavernes sont remplies d'étonnants cristaux de gypse qui sillonnent toute la zone souterraine. Les grottes ont été découvertes en 2000 lorsque des ouvriers drainaient l'eau d'une mine de zinc. C'est alors qu'ils sont tombés sur ces structures étincelantes. Les cristaux étaient si purs et si grands, environ 10 mètres de long, et avaient des bords si tranchants que les géologues ne pouvaient pas les dater en utilisant les méthodes conventionnelles. Heureusement, les chercheurs ont découvert des échantillons de bactéries vieilles de 50 000 ans dans l'une de ces structures complexes. Il était extrêmement difficile de travailler dans les grottes, les températures y atteignaient 58 degrés Celsius et l'humidité était extrêmement élevée. Les scientifiques avaient besoin d'un équipement de refroidissement spécial pour descendre dans la grotte, même s'ils ne faisaient que de courts voyages. Malheureusement, l'entreprise propriétaire de la mine a choisi d'inonder à nouveau le réseau de grottes, empêchant toute étude supplémentaire. À environ 720 km de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces rochers ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif créé par la nature a été baptisé « Rocher des 3 baleines ». Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre a changé. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le système de sentiers autour du rocher des 3 baleines, tu y trouveras des chutes d'eau et une faune et une flore abondantes. Les locaux surnomment le cratère de Patomsky, situé en Sibérie, le nid de l'aigle de feu. C'est un gigantesque monticule calcaire de 150 mètres de large et 40 mètres de haut. Rien ne pousse à proximité ou sur son sommet, et les animaux font de leur mieux pour éviter cet endroit. Découvert pour la première fois par des géologues en 1949, on pense que le cratère a environ 500 ans. La théorie la plus probable de son origine est une explosion de vapeur. Elle aurait pu se produire pendant une période d'expansion rapide du gaz dans la région. Les scientifiques pensent que le nid de l'aigle de feu pourrait être un volcan à gaz très rare. De gigantesques stocks de gaz pourraient avoir été piégés dans les profondeurs de la Terre. Cela aurait pu se produire à cause du calcaire qui se forme autour de ces stockages et qui crée une immense pression. Une libération soudaine du gaz stocké aurait pu former ce trou gargantuesque dans la forêt environnante. Le lac Illier en Australie occidentale ne mesure que 610 mètres de long, mais sa couleur déconcerte les géologues depuis longtemps. Contrairement à la plupart des lacs roses du monde, le lac Illier a cette teinte rose toute l'année et elle n'est pas affectée par la lumière du soleil ou par la température.
Si tu le regardes depuis le ciel, la couleur vive du lac contraste fortement avec le bleu environnant de la Grande Baie australienne. La véritable raison derrière la couleur unique du lac Illier n'est pas encore totalement comprise. Beaucoup supposent que cela a quelque chose à voir avec les microalgues présentes dans le lac. Ou bien il pourrait s'agir d'une réaction entre le sel et le bicarbonate de sodium présent dans l'eau. Les Chocolate Hills de la province de Bohol, aux Philippines, sont recouvertes d'une végétation verte et luxuriante pendant la majeure partie de l'année. Mais ces plus de 1200 monticules prennent une couleur brun chocolat pendant la saison sèche. C'est ce qui leur a donné leur nom. Étrangement, aucun arbre ou arbuste ne pousse sur elles. Un autre mystère est de savoir comment les monticules ont réussi à se développer de façon si symétrique. Il existe des mythes qui impliquent des géants jetant des rochers les uns sur les autres pendant des jours et des jours lors d'un combat. Les scientifiques pensent que les monticules de 45 mètres de haut ont été créés par l'érosion du calcaire empilé sur de l'argile. Mais à ce jour, le mystère de leur formation n'est toujours pas résolu. La Grande Discordance présente environ 1 milliard d'années de couches rocheuses manquantes. Elle apparaît dans toutes sortes de formations rocheuses dans le monde entier. Les scientifiques ont essayé de trouver les réponses à la question de savoir comment et quand cette énorme quantité de matériaux a pu disparaître. L'une des théories les plus plausibles implique les glaciers. Cela aurait pu se produire pendant la période connue sous le nom de Terre boule de neige. C'est à cette époque que la planète était entièrement recouverte de glace. Puis, les glaciers ont arraché des centaines de milliers de tonnes de roches et de terre. Cela a laissé un gigantesque espace pouvant atteindre 1 km d'épaisseur entre les couches rocheuses voisines. Certains géologues pensent que la couche a disparu lorsque le supercontinent Rodinia s'est formé puis brisé. Situés sur les péninsules de Yamal et de Gidane, ces vastes trous de mines ont été découverts en 2014. Ils semblent continuer à changer et à évoluer. Les trous s'élargissent et les gens les trouvent plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont ils sont apparus ne manquent pas. Les suggestions vont des impacts de météorites à l'activité d'autres civilisations. Mais l'explication la plus courante est que le méthane a réagi avec les particules d'eau après que le permafrost de la planète a commencé à fondre. Cela a entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Les cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est sûr.